Chapitre 1. Une convocation déroutante au petit matin. J'ai longtemps soutenu que Londres était naturellement enveloppée de brouillard, mais il y a des nuits où la ville semble se surpasser, produisant un miasme si épais et sulfureux qu'il ressemble moins à la météo qu'à un voile délibéré. C'est par une telle nuit de la fin de l'automne 1889 que je me suis retrouvé, contrairement à mes habitudes, éveillé, les yeux rivés sur les braises mourantes de notre feu de Baker Street. Mon ami, M. Sherlock Holmes, traversait une de ces périodes d'intense nervosité qui suivent la conclusion d'une affaire réussie. Depuis 3 jours, il n'avait pratiquement pas bougé de son violon, produisant une série d'harmonies improvisées et endiablées qui témoignaient d'un esprit trop rapide pour son propre bien, d'une machine de course sans charge à porter. Il n'avait pas consommé de nourriture solide et n'avait parlé que pour corriger une inexactitude mineure dans mon récit publié de l'affaire de la béquille en aluminium, une affaire dont le public n'a jamais entendu parler et dont il ne parlera probablement jamais, compte tenu des contraintes du secret d'État. « L'esprit, Watson, est un grenier remarquable », avait-il déclaré brusquement quelques heures auparavant, posant son Stradivarius avec une soudaineté qui m'avait fait sursauter. Mais il faut être constamment vigilant face à l'accumulation de déchets inutiles. L'art de l'oubli est aussi vital que celui de la mémoire. Il retomba alors dans un silence troublé, seulement par le bruissement occasionnel d'un journal ou l'odeur âcre d'un tabac fort. Je venais de décider d'abandonner ma veille et de me retirer, cédant la nuit au brouillard et aux caprices particuliers de mon ami, lorsqu'un bruit perça le silence. Un son aussi reconnaissable à Londres que le cri d'une mouette en mer. C'était le fracas rapide et pressant d'un fiacre, dont les sabots frappaient les pavés mouillés, avec un rythme saccadé et aigu qui trahissait la hâte. Contrairement à ce que j'espérais, il ne passa pas devant notre porte en grondant. Il s'arrêta net. Holmes, qui semblait dans un état proche de la catalepsie, était à la fenêtre en un instant, une silhouette décharnée se détachant sur la faible lueur jaune du réverbère à gaz à l'extérieur. « Un 4 roues, murmura-t-il sans se retourner. Une voiture privée, pas une voiture de course. Aisée, ou du moins désireuse de le paraître, et conduite à une allure qui suggère que notre visiteur considère la question comme une question de vie ou de mort. « À cette heure-ci » demandai-je en le rejoignant à la vitre. Nous ne voyions que la vague silhouette du véhicule et le halo lumineux autour du phare du conducteur. L'heure, mon cher Watson, est le meilleur indicateur de la gravité de la situation. Les petites querelles domestiques et les bijoux égarés attendent le matin. Seules, les tragédies les plus profondes ont l'audace de se produire après minuit. Sa déduction fut rapidement confirmée par un coup de sonnette frénétique, suivi de coups violents qui résonnèrent dans la maison silencieuse. On entendait Madame Hudson, notre logeuse si patiente, s'agiter dans ses appartements en contrebas. Quelques instants plus tard, notre page Billy, les yeux écarquillés par l'excitation du déchaînement nocturne, fit entrer un homme dans notre salon. Le monsieur, son allure et sa tenue le désignèrent immédiatement, était dans un état d'agitation extrême. Il avait peut-être la 50aine, un visage fort et rasé de près qui aurait normalement imposé le respect, mais qui était maintenant pâle et tiré, et ses yeux écarquillés par une peur pénible à voir. Son coûteux par-dessus à cape perlait d'humidité, et il serrait une canne à pommeau d'argent comme si c'était la seule chose solide dans un monde chancelant. « Monsieur Holmes » haleta-t-il, la voix rauque. « Monsieur Sherlock Holmes, il faut que vous veniez immédiatement. C'est mon frère. Quelque chose d'horrible. Je n'arrive pas à y voir clair. »« Veuillez vous calmer, monsieur, » dit Holmes d'une voix calme et basse, guidant notre visiteur désemparé vers le fauteuil en osier près du feu. « Vous êtes en sécurité ici. Voici mon ami et collègue, le docteur Watson, dont la discrétion est aussi assurée que la mienne. Commencez par le commencement. Votre nom et la nature de votre problème. » L'homme prit une profonde inspiration tremblante, tentant visiblement de maîtriser ses émotions. Il accepta le verre de cognac que je lui tendais,
et sa main trembla si violemment que je craignis qu'il ne le renverse. « Pardonnez-moi, je m'appelle Alistair Finch. J'habite au 12, Montague Place. Mon frère aîné, Monsieur Josiah Finch, vivait dans sa propriété de Ravenswood, près de Hampstead Heath. » Il marqua une pause, la finalité de sa correction semblant l'horrifier à nouveau. « Allez-y, » insista Holmes, ses yeux perçants ne manquant aucun détail de l'apparence de l'homme, de la qualité de ses bottes aux éclaboussures de boue sur son pantalon. « J'ai dîné avec Josiah ce soir-là. Il n'était pas lui-même, agité, préoccupé. Il parlait de manière on ne peut plus cryptique. Il disait qu'on lui avait parlé. » Alistair Finch regarda Holmes puis moi, son expression nous implorant de comprendre. « Par qui ?» demandai-je. « Par qui ?» ?»« C'est tout à fait ça, docteur. Il ne voulait rien dire. Il l'appelait une voix sous la pluie. Il disait qu'elle connaissait ses secrets, des choses qu'aucune âme vivante ne pouvait savoir. C'était un homme rationnel, monsieur Holmes, un pilier du commerce, ni enclin à la fantaisie ni à la superstition. Mais ce soir, il était terrifié. On aurait dit quelqu'un qui avait vu un fantôme. Holmes avait joint les doigts et fermé les yeux, écoutant avec la plus grande concentration. Et que s'est-il passé après ce dîner déconcertant ? J'ai pris congé vers 10 heures. Il était vivant à ce moment-là, je le jure. Mais à peine arrivé à la maison, un garçon essoufflé a frappé à ma porte. C'était du majordome de mon frère, un vieux type bien élevé nommé Groves. Le message c'était... Il fouilla dans la poche de son gilet et en sortit un bout de papier froissé. Holmes le prit et le lissa sur son genou. Il le lut à voix haute, d'une voix froide et claire, dans la salle tendue. « Venez tout de suite. Maître Josiah est mort. La police est là. C'est une affaire horrible. » Un silence s'installa, rompu seulement par le crépitement du gaz et la respiration saccadée de l'homme. « La police, ai-je osé. Alors il croit à un acte criminel ? » « Le message ne dit pas, Watson, » dit Holmes sèchement. « Il dit « une entreprise horrible. Cela pourrait englober bien des choses. » Il reporta son regard sur notre visiteur. « Monsieur Finch, vous avez dit que votre frère était commerçant. Était-il actuellement engagé dans des activités susceptibles de lui attirer des inimitiés ? Avait-il reçu des menaces ? » Rien de ce dont il parlait. Son activité d'importation était florissante. Il avait des rivaux, bien sûr, quel homme d'affaires n'en a pas, mais rien qui puisse expliquer cette terreur. Holmes se leva avec une énergie soudaine et fluide. L'esthète langoureux d'une heure plus tôt avait disparu, remplacé par le chien à la piste, le détective dont l'âme même se nourrissait de l'intraitable et de l'étrange. « Watson, votre revolver de service, s'il vous plaît, et vos bottes les plus solides. Monsieur Finch, votre voiture est en bas ? Bien. Nous vous accompagnons immédiatement à Ravenswood. Alors vous accepterez l'affaire, monsieur Holmes ? » Le visage de notre client exprimait un espoir désespéré. Un homme de valeur est saisi d'une terreur inexplicable et est retrouvé mort quelques heures plus tard, son propre domestique qualifiant l'affaire d'horrible, dit Holmes en enfilant son long manteau de voyage gris. Le Yard a dû déjà faire une incursion, piétinant sans doute l'épreuve avec ses lourdes bottes caractéristiques. Il y a une voix dans cette pluie, monsieur Finch, et j'ai l'intention d'écouter attentivement ce qu'elle a à dire. Alors que nous descendions les 17 marches menant à la rue et nous enfoncions dans l'étreinte suffocante du brouillard, j'éprouvais un frisson d'impatience familier. Le jeu était lancé, et il avait commencé, comme souvent, par un coup frappé à notre porte aux premières heures de la nuit. Chapitre 2. L'horreur de Ravenswood. Le voyage jusqu'à Hampstead fut sombre et silencieux. Notre voiture, un véhicule bien suspendu mais fermé, qui sentait le cuir et la laine, humide, se frayait un chemin solitaire à travers le brouillard tourbillonnant. Le monde au-delà des fenêtres était une obscurité informe et ocre, où quelques lampadaires à gaz surgissaient soudain, comme une lune noyée, avant de disparaître dans le néant. Alistair Finch était assis, voûté, face à nous, son visage ovale pâle dans l'ombre,
les jointures blanches tandis qu'il serrait sa canne. Sherlock Holmes, au contraire, était d'une vivacité surnaturelle, ses yeux brillant dans l'obscurité, absorbant chaque embardée de la voiture, chaque cri du cocher, comme s'il s'agissait des pièces d'un puzzle encore invisible. Après une éternité, la voiture ralentit et fit demi-tour, ses roues crissant sur une allée de gravier. À travers l'obscurité, la masse sombre d'une imposante maison apparut. Ravenswood était un édifice victorien à pignons, austère et sans concession, dont les fenêtres étaient pour la plupart obscures, à l'exception de quelques lumières allumées au rez-de-chaussée. Elle se dressait dans un isolement oppressant, enveloppée d'arbres centenaires et ruisselants. Un agent de police, le casque et la cape humide, montait la garde devant la lourde porte en chêne. Il reconnut Alistair Finch d'un hochement de tête solennel et s'écarta pour nous. « L'inspecteur Lestrade est à l'intérieur, monsieur, » dit l'agent à voix basse. « Lestrade » murmurai-je à Holmes alors que nous entrions dans un hall caverneux et lambrissé. Alors Scotland Yard suspecte un méfait. Ou Lestrade était l'heureux, ou le malheureux de service quand l'appel est arrivé, murmura Holmes en retour. La présence du Yard n'est pas toujours synonyme de complexité, Watson. Parfois, elle dénote simplement une certaine influence. La salle était majestueuse mais morne, dominée par le grand portrait d'un homme au visage sévère qui partageait les traits prononcés de notre client, sans aucun doute le regretté Josiah Finch. L'air était froid et notre souffle embué. Seul le tic-tac pesant d'une horloge de parquet et le murmure sourd de voix provenant d'une pièce à notre gauche. Un homme grand et décharné, vêtu du noir impeccable d'un majordome professionnel, sortit d'une porte. Son visage était blême, marqué par une douleur qui semblait profonde et sincère. « Monsieur Alistair, » dit-il d'une voix légèrement tremblante, « Dieu merci, vous êtes là. » Son regard se posa sur Holmes et moi, empli d'une curiosité méfiante. « Voici monsieur Sherlock Holmes et le docteur Watson, Groves, » dit rapidement Finch. « Ils sont là pour vous aider. »« Où est mon frère ?»« Dans la bibliothèque, monsieur. L'inspecteur est avec lui. »« Ce n'est pas un spectacle pour un gentleman, monsieur. Je dois vous prévenir. »« Nous connaissons la mort sous toutes ses formes, Groves, » dit Holmes d'un ton bienveillant. « Montrez-nous la voie. » Le majordome s'inclina légèrement et nous conduisit à travers le couloir. Il s'arrêta devant une lourde porte en acajou, prit une profonde inspiration et l'ouvrit. La scène à l'intérieur offrait un contraste étrange et troublant. La bibliothèque était une pièce magnifique, tapissée de livres du sol au plafond, dont les reliures de cuir exhalaient une odeur riche et savante. Une grande cheminée en marbre crépitait, sa chaleur claquant contre le froid de la nuit. Au centre de la pièce, entre deux grands fauteuils en cuir, gisait le corps de Josiah Finch. L'inspecteur Lestrade, petit, semblable à un furet, et débordant d'une suffisance que le cadre lugubre ne pouvait atténuer, se détourna de la cheminée lorsque nous entrâmes. « Monsieur Finch !»« Une affaire épouvantable, monsieur, épouvantable !» commença-t-il, puis ses yeux se plissèrent en voyant qui le suivait. « Holmes, qu'est-ce qui vous amène ici ? C'est une affaire assez simple. »« Vraiment ?» demanda Holmes, dépassant déjà l'inspecteur pour se diriger vers le corps. « J'ai constaté que les affaires qui commencent par une voix sous la pluie sont rarement simples. » Lestrade cligna des yeux, perplexe. « Une voix dans quoi ? » ?»« Peu importe. L'affaire est claire. Un accident tragique ou... Enfin, on verra bien. J'ai porté mon attention professionnelle sur le défunt. Josiah Finch, un homme puissant, large d'épaules et vigoureux, était désormais abattu. Il portait une veste de smoking coûteuse. Il était allongé sur le dos, les yeux grands ouverts, fixant le plafond avec une terreur glaciale. Ses traits étaient déformés par une peur pure et simple, une expression que je n'avais vue que sur les visages d'hommes morts dans les circonstances les plus atroces. Mais c'était la cause du décès qui était la plus étrange. Il serrait dans sa main droite un lourd verre en cristal. Il s'était brisé,
et un éclat de verre, long et terriblement tranchant, s'était enfoncé profondément dans son cou, juste sous la mâchoire. Une grande tache de sang noir avait imprégné le riche tapis persan sous lui. « Mon Dieu !» m'exclamai-je doucement. « On dirait qu'il est tombé sur son propre verre. »« Exactement, docteur, » dit Lestrade d'une voix triomphante. « Un simple accident. Il trébuche, le verre se brise dans sa chute et... Eh bien voilà, une fin tragique. » Holmes était à genoux, le nez à quelques centimètres du sol, examinant le tapis, les fragments de verre, la position du corps avec l'intensité d'un botaniste étudiant une orchidée rare. Il ignorait complètement Lestrade. « Le verre, Lestrade, » dit Holmes sans lever les yeux. « Qu'y avait-il dedans ?» Lestrade, légèrement découragé, se tourna vers le majordome. « Alors, Groves ?» Le majordome, qui rôdait dans l'embrasure de la porte, l'air profondément affligé, s'avança. « Du brandy, monsieur !» Le maître avait toujours une mesure de brandy Napoléon avant de se coucher. « Je la lui ai servi moi-même à son retour du départ de monsieur Alistair. »« Et trébuchait-il souvent dans sa propre bibliothèque, Groves ?» demanda Holmes d'une voix faussement douce. « Jamais, monsieur. Le capitaine avait le pied sûr, et il était en excellente santé pour son âge. » Le regard de Holmes parcourut la pièce. « Le feu crépite. Qui l'a allumé ?»« Oui, monsieur. Le maître s'est plaint d'un frisson après sa promenade dans le jardin. »« Une promenade ? Avec ce temps ?» intervint Alistair Finch, la voix tremblante. « Il le faisait souvent, monsieur. Surtout quand il était préoccupé. Il disait que la pluie l'aidait à réfléchir. » Holmes s'était installé à une petite table près d'un des fauteuils. Dessus se trouvait une carafe de cognac et un second verre propre. Il prit la carafe, la déboucha et la renifla prudemment. Il porta ensuite son attention sur les portes-fenêtres qui donnaient sur une terrasse. Elles étaient légèrement entr'ouvertes, et les rideaux s'agitaient dans l'air humide de la nuit. « Était-il ouvert quand vous l'avez trouvé, Groves ?» demanda Holmes sèchement. Le majordome parut surpris. « Non, monsieur. Absolument pas. Je les ai fermés et verrouillés moi-même après le retour du maître. » Holmes examina attentivement la serrure, puis retomba à genoux, caressant le tapis près de la porte. Il ramassa un objet minuscule, invisible pour nous tous, et le déposa dans l'une des petites enveloppes qu'il portait toujours sur lui. Lestrade soupira d'impatience. « Vraiment, Holmes, faut-il tout dramatiser ? L'homme a eu un choc, une chute. Ça arrive. La porte était probablement restée ouverte et le vent l'a ouverte. »« Le vent, Lestrade ?» La voix de Holmes était glaciale. « Dites-moi, le vent à Hampstead a-t-il une voix ? Parle-t-il aux hommes et les terrifie-t-il » Il se tourna vers le majordome horrifié. « Groves, vous avez découvert le corps. Décrivez-moi exactement ce que vous avez vu et fait. » Le vieux serviteur déglutit difficilement. « Je suis venu entretenir le feu pour la nuit, comme à mon habitude. J'ai trouvé le maître, comme ça. J'ai vu le sang, le verre. J'ai tout de suite su qu'il était parti. Je n'ai rien touché. J'ai couru chercher la police et monsieur Alistair. Et la pièce était exactement comme elle était maintenant. Le feu flambait. Les fenêtres étaient fermées. Oui, monsieur, exactement. » Les yeux de Holmes brillèrent. Il pointa un long doigt dramatique vers le sol près des portes-fenêtres. « Alors comment expliquez-vous cela ?» Nous suivions tous son regard. Là, sur le bois sombre et poli, juste à l'intérieur de la porte, se trouvait une seule empreinte de pas humide et boueuse. Elle était petite, visiblement celle d'une botte d'homme, mais plus fine, plus élégante que celle d'un artisan. Et il pointait vers la pièce. Lestrade le fixa, la bouche légèrement ouverte. « Eh bien, ce n'était pas là avant. »« C'est vrai, » dit Holmes d'une voix calme. « Vous ne l'avez tout simplement pas vu. Tout comme vous n'avez pas vu que l'angle de l'éclat de verre et l'absence de coupure correspondante sur la paume qui le tenait rendent une simple chute physiquement impossible. Tout comme vous n'avez pas compris pourquoi un homme qui vient de se verser un cognac aurait un bouchon de carafe posé sur la table plutôt que dans la carafe. » Il se redressa, sa silhouette imposante dans la pièce tapissée de livres. Son visage était sombre.
Ce n'était pas un accident, Lestrade. Josiah Finch n'est pas tombé comme ça. Il a été assassiné. Et l'homme qui a fait ça, dit-il en désignant l'empreinte de pas, se tenait là et le regardait mourir. Chapitre 3. Une promenade sous la pluie. Un profond silence s'abattit sur la bibliothèque, rompu seulement par le crépitement du feu et la douce inspiration horrifiée d'Alistair Finch. Le visage de l'inspecteur Lestrade oscillait entre la surprise, l'indignation et, finalement, un intérêt professionnel réticent. Un meurtre, bredouilla-t-il en retrouvant sa voix. Voyons, Holmes, c'est une accusation très grave à porter sur la base d'un peu de boue et d'un bouchon. Le plus grave, acquiesça Holmes d'un ton dangereusement calme. C'est pourquoi ce n'est pas basé uniquement sur ce critère. Observe le corps, Lestrade. La position. La main droite serre le verre brisé, oui, mais regarde le bras gauche, partiellement coincé sous le torse. Si un homme trébuche et tombe, son instinct le pousse à tendre les mains pour amortir sa chute. Les deux mains. Pourquoi celle-ci est-elle coincée? Et l'angle de la blessure? Il se tourna vers moi. Watson, en tant que médecin, si un homme tombe et s'empale le cou sur un tesson qu'il tient, que vous attendriez-vous à voir? Je m'approchai et m'agenouillai, procédant à un examen plus approfondi maintenant que la question d'un acte criminel était soulevée. Le point d'entrée est vers le haut, dis-je, ma propre concentration clinique écartant le contexte macabre. Une chute projetterait probablement le verre vers le bas, ou du moins directement. Il semble avoir été projeté depuis le dessous de la mâchoire, vers le haut, jusqu'au cou. Et vous avez raison, Holmes. Il n'y a aucune coupure défensive sur la paume ou les doigts. Un homme saisissant un verre brisé subirait presque certainement des lacérations. Ses mains sont propres, hormis le sang de la blessure mortelle. Lestrade, malgré son air renfrogné, examinait maintenant le corps d'un œil neuf. Un coup de poignard, dites-vous? Alors quelqu'un l'a poignardé avec son propre verre. C'est une possibilité, dit Holmes, même si je voyais à son regard lointain que sa théorie devançait déjà largement la nôtre. Mais ne tirons pas de conclusions hâtives. Nous avons une empreinte de pas. Nous avons une fenêtre déverrouillée ou reverrouillée, et nous avons une victime qui, quelques heures avant sa mort, était dans un état de terreur extrême, parlant d'une voix spectrale qui connaissait ses secrets. Il se tourna vers le majordome. « Groves, vous avez dit que M. Finch s'était promené sous la pluie. Montrez-moi où. » Le majordome, pâle mais serein, nous reconduisit dans le hall et nous conduisit à une porte latérale donnant sur une terrasse en pierre. Il empruntait souvent le sentier qui longe la pelouse et mène au petit bosquet de bouleaux là-bas, dit-il en pointant du doigt l'obscurité pesante. Beau temps, mauvais temps. Holmes prit une lampe sur une table d'entrée. Watson, votre œil perçant et votre connaissance médicale du corps humain pourraient vous être utiles. Lestrade, vous souhaiterez bien sûr consigner officiellement vos observations. Monsieur Finch, vous pourriez peut-être attendre à l'intérieur. Ce sera éprouvant. Nous nous sommes aventurés dans la nuit humide et froide. Le brouillard était plus clair ici, sur les hauteurs de Hampstead, mais une fine bruine persistante emplissait l'air. Holmes tenait la lampe basse, son faisceau traçant une ligne dans l'obscurité, illuminant les dalles humides et luisantes de la terrasse, avant de se répandre sur un chemin de gravier qui s'éloignait de la maison. « Le point d'entrée et de sortie de notre meurtrier », murmura Holmes, sa voix à peine audible par-dessus le crépitement de la pluie. Il pointa la lampe vers le sol, juste au-delà de la terrasse. Le gravier était dérangé. « Voyez, Watson, Lestrade, 2 séries d'empreintes, l'une plus profonde et plus large, venant de la maison, sans doute celle de M. Finch. L'autre plus claire, plus petite et plus récente, se superposait par endroits. Notre visiteur. Il s'éloigna d'un pas rapide et assuré, le dos courbé, les yeux rivés au sol. Nous le suivions, étrange procession dans le silence inquiétant du jardin. Le sentier serpentait à travers une pelouse impeccable, dont les bordures se perdaient dans la brume,
et descendait en pente douce vers un bosquet de bouleaux argentés, dont l'écorce blanche, fantomatique à la lumière des lampes, se détachait. Holmes s'arrêta brusquement à la lisière du bosquet. Le chemin débouchait sur de la terre meuble. Il baissa la lampe presque jusqu'au sol. « C'est ici qu'ils se sont rencontrés », a-t-il annoncé. L'évidence était évidente, même pour Lestrade. La boue était retournée. On y lisait les empreintes profondes et assurées de Josiah Finch, provenant de la maison. Et là, face à eux, les empreintes plus petites et plus nettes de l'autre homme. Les deux hommes se tenaient près l'un de l'autre, comme en pleine conversation. « C'est ici qu'il a entendu la voix sous la pluie, » dis-je, la scène se dessinant dans mon esprit. L'homme d'affaires respecté, prenant son sac à dos solitaire, se retrouva face à une silhouette mystérieuse émergeant des arbres. « Exactement, » dit Holmes. « Remarquez la profondeur des talons de notre visiteur. Il était immobile, attendant. Il connaissait les habitudes de M. Finch. Il décrivit lentement un arc de cercle avec la lampe autour de la zone. Et remarquez ceci. Juste à côté du sentier, là où l'herbe était longue et humide, il y avait une zone où elle avait été aplatie. Quelque chose de rectangulaire gisait là. Un sac quelconque, s'aventura Lestrade, avec une perspicacité inhabituelle. « Très bien, inspecteur, » dit Holmes. « Un sac Gladstone, je dirais. » Notre visiteur n'était pas simplement de passage. Il était venu préparer. Il attendait ici avec un objectif précis. Il se redressa et commença à suivre les deux traces qui le menaient à la maison. Le récit dans la boue était sans équivoque. Les pas de Josiah Finch, qui avait démarché avec détermination, se traînaient maintenant le long des traces plus petites. Mais les siens étaient différents. Ils traînaient. Ils étaient moins profonds, comme s'il avait perdu toute force. Les pas d'un homme brisé et terrifié. « On l'a ramené à la maison, » murmurai-je. Il n'a pas couru. Il n'a pas crié. Il est revenu à pied avec son bourreau. Poussé par la peur, déclara Holmes d'un ton neutre. Poussé par ce qui se disait dans ce bosquet. La voix dans la pluie exerçait sur lui une influence que nous ne pouvons pas encore saisir. Les traces nous ont ramenés à la terrasse et aux portes-fenêtres de la bibliothèque. « Les empreintes du visiteur s'arrêtent ici, » dit Holmes, illuminant l'unique et accablante empreinte que nous avions vue à l'intérieur. « Il est entré. Il n'est cependant pas ressorti par ici. »« Quoi ?» s'exclama Lestrade. « Comment le sais-tu ?»« Parce qu'il n'y a qu'une seule empreinte, » dis-je, comprenant peu à peu. « Il est entré avec des bottes mouillées et boueuses. » Mais il n'est pas ressorti. S'il l'avait fait, il y aurait eu une deuxième empreinte, ou une piste. Exactement, Watson. Notre visiteur fantôme est toujours à l'intérieur ? Peu probable. Il est donc parti par un autre chemin, après avoir pris le temps d'ôter ses chaussures boueuses, ou, plus probablement, après s'être essuyé les pieds méticuleusement avant de traverser le reste de la maison. Le regard de Holmes balaya la façade sombre de Ravenswood. Ou alors il a été libéré par un complice. L'intrigue se corse. Nous sommes rentrés dans la bibliothèque où Alistair Finch, affolé, sirotait du cognac, la main tremblante. Holmes l'ignora un instant, se dirigeant droit vers la carafe posée sur la table d'appoint. « Groves, » dit-il d'une voix aigre, « tu as versé un cognac. Tu en es certain ?»« Absolument certain, monsieur. » « Et la carafe était pleine ?»« L'épaule, monsieur. » Holmes tint la carafe à la lumière. Elle était à moitié vide. Il prit ensuite le verre propre sur la table et le renifla. Une légère odeur piquante, étrangère au riche arôme du brandy, me chatouilla les narines. « Du chloroforme, » dis-je instantanément. Holmes hocha la tête d'un air satisfait. Notre visiteur ne s'est pas contenté de discuter. Il avait un calmant à portée de main. Il s'est servi un deuxième verre, l'a rafistolé et a forcé M. Finch à le boire. Ou peut-être l'a-t-il administré sur un chiffon une fois la bagarre engagée. Cela expliquerait l'absence de troubles plus violents. Il se tourna vers Lestrade. « Votre accident, inspecteur,
et exige maintenant un homme avec un sac de trucs, des connaissances en chimie et la capacité de paralyser un homme fort par la peur avant même de porter la main sur lui. Lestrade était désormais complètement dépassé. Sa confiance d'antan s'était évaporée. Mais qui? Et pourquoi? Telles sont les questions, dit Holmes, son regard se reportant sur le portrait du sévère Josiah Finch dans le hall. Et les réponses se trouvent dans les secrets que notre victime craignait tant de connaître. La voix dans la pluie n'a pas seulement parlé, elle a murmuré un nom du passé, et nous devons maintenant contraindre le présent à le révéler. Il se tut, les yeux fixés sur les yeux effrayés et sans vie du frère de notre client. Le jeu était bel et bien en cours, et il était plus sombre et plus complexe que je n'aurais osé l'imaginer. Chapitre 4. Le neveu d'Australie. Le silence pesant de la bibliothèque fut brisé par l'arrivée d'un nouveau groupe. La porte d'entrée s'ouvrit, laissant entrer une bouffée d'air humide et brumeux, ainsi qu'une voix forte et impétueuse. « Oncle Alistair, je suis venu dès que j'ai su. Bon Dieu, quelle affaire !» Nous nous sommes retournés et avons vu un jeune homme entrer dans le hall. Il était grand, bien bâti, et d'un brun profond, hâlé par un soleil plus intense que celui que l'Angleterre pouvait offrir. Ses vêtements étaient bien coupés, mais avaient une robustesse coloniale, et il se tenait avec une vigueur assurée qui semblait absorber tout l'oxygène de la sombre pièce lambrissée. Il s'est arrêté net à la vue de la présence officielle de la police et du corps discrètement recouvert d'un drap. Alistair Finch sursauta. « Edgar, mon garçon, je ne savais pas que tu étais à Londres. Je suis arrivé à bord du SS Orient hier seulement, » dit le jeune homme, la voix s'affaiblissant tandis qu'il observait la scène. « J'allais faire une surprise à l'oncle Josiah. Je lui ai même télégraphié de Southampton. Je voulais voir le vieux lion. Et maintenant, ça. » Il passe une main dans ses épais cheveux noirs, le visage affichant une expression de choc sincère. Que s'est-il passé? Le télégramme disait juste qu'il y avait eu un mort. L'inspecteur Lestrade, sentant un changement de dynamique et un suspect potentiel qui n'était pas une voix éthérée sous la pluie, bomba le torse. « Et vous, monsieur ?»« Edgar Finch. Josiah était mon oncle. Voici mon autre oncle, Alistair. » Il fit un geste vague. Mon père était le troisième frère, décédé il y a quelques années. Je me suis frayé un chemin dans le Queensland. « Ah ah !» dit Lestrade, comme si tout devenait clair. Il jeta un regard significatif à Holmes, qui observait le nouveau venu avec l'intérêt détaché d'un entomologiste étudiant une nouvelle espèce de coléoptère. « Vous avez télégraphié votre arrivée à votre oncle ?» demanda Holmes d'une voix douce mais qui tranchait la tension ambiante. Edgar tourna son regard perçant et bleu vers mon ami. « C'est vrai. Qui es-tu ?»« Voici monsieur Sherlock Holmes, » intervint vivement Alistair Finch. « Il assiste la police. » Edgar haussa les sourcils. « Le détective ? J'ai lu quelque chose sur vous dans le Strand. Eh bien, vous finirez par comprendre cette affaire rapidement, j'imagine. » Son attitude était franche, presque désarmante. « Le fond est souvent trouble, monsieur Finch, » répondit Holmes. « Vous dites être arrivé hier. Où logez-vous ? L'hôtel Charing Cross. Un peu tape à l'œil à mon goût, mais il faut faire bonne impression. » Il regarda vers la porte de la bibliothèque, son visage s'adoucissant et laissant transparaître le chagrin. Pauvre oncle Josiah. C'était un homme dur, mais bon pour moi. Il m'écrivait régulièrement. Il m'a même proposé de m'investir dans une nouvelle entreprise ici. Il secoua la tête. Et maintenant, cet accident. Ce n'était pas un accident, dit Lestrade avec une gravité retrouvée, impatient de s'approprier la révélation. C'est un meurtre, monsieur, un meurtre de sang-froid. Le visage bronzé d'Edgar Finch pâlit considérablement. Un meurtre? Qui voudrait assassiner oncle Josiah? Il avait des rivaux, certes, mais un meurtre. C'est ce que nous cherchons à découvrir, dit Holmes. Votre oncle a dîné avec monsieur Alistair ce soir. Il était assez agité. Il prétendait avoir été interpellé par une voix qui connaissait ses secrets. Pendant un bref instant, une lueur. Était-ce une reconnaissance? Une alarme?
passa dans le regard d'Edgar Finch. Elle disparut si vite que je n'étais pas certain de l'avoir vue, remplacée par un regard de confusion et de perplexité. Des secrets. Oncle Josiah. C'était l'homme le plus direct que je connaisse. Un livre ouvert. Un peu ennuyeux, pour être honnête. Il émit un rire faible et forcé auquel personne ne participa. Les livres les plus simples peuvent contenir des appendices surprenants cachés à la fin, monsieur Finch, remarqua Holmes d'un ton sec. Dites-moi, votre oncle a-t-il jamais dit craindre pour sa vie? A-t-il mentionné des ennemis précis? Quelqu'un de son passé qui pourrait lui en vouloir? Edgar secoua fermement la tête. Jamais. Ces lettres ne parlaient que de mon travail et de ma famille. Des mots d'encouragement. Il tenait absolument à ce que je revienne, que je prenne un poste dans l'entreprise. Il regarda son oncle Alistair. N'est-ce pas, mon oncle? Alistair Finch semblait mal à l'aise face à cette attention directe. Josiah croyait en la famille. Il voulait que l'entreprise reste entre les mains de Finch. Les yeux de Holmes se plissèrent presque imperceptiblement. Et y a-t-il d'autres Finch, monsieur Alistair? D'autres héritiers qui pourraient prétendre à un titre? La question flottait dans l'air, lourde et accusatrice. Alistair semblait avoir été frappé. La mâchoire d'Edgar se crispa. « Que voulez-vous dire, monsieur Holmes ?» demanda le jeune homme, une pointe de défensive dans la voix. « Je n'insinue rien. Je m'informe. Le meurtre suit souvent la piste de l'argent et des héritages. C'est une voie que nous devons suivre. » Holmes leur tourna le dos, signe de congédiement, et s'adressa à Lestrade. « Inspecteur, vous voudrez bien sûr confirmer l'endroit où se trouve M. Edgar Finch ce soir. L'hôtel Charing Cross compte de nombreux portiers. » Lestrade hocha la tête, ses yeux perçants fixés sur le neveu. « Je m'en occupe immédiatement. »« Et vous voudrez bien vous procurer une copie de ce télégramme de Southampton » ajouta Holmes. « Le moment est intrigant. » Edgar Finch se redressa de toute sa hauteur. « Je n'ai rien à cacher. Vérifiez autant que vous voulez. » Je m'installai. Je visitai les environs. J'ai appris la nouvelle il y a seulement 1 heure, et je suis venu directement ici. Son regard alterna entre son oncle et le corps couvert de son autre oncle, l'air mêlé de colère et de douleur. C'est une tragédie familiale, pas une enquête policière. Dans les affaires de meurtre, monsieur Finch, dis-je, ressentant le besoin d'adoucir l'approche clinique de Holmes, les deux sont souvent, et malheureusement, identiques. Nous devons nous poser ces questions. Il hocha la tête brièvement, mais le charme colonial amical s'était évaporé, remplacé par une attitude défensive maussade. Holmes, apparemment satisfait d'avoir semé suffisamment de discorde pour en voir les conséquences, se dirigea vers les portes-fenêtres et regarda l'obscurité ruisselante. La voix dans la pluie connaissait un secret, songea-t-il, s'adressant plus à lui-même qu'à nous. Un secret assez puissant pour terrifier un homme fort et le livrer à son assassin. Ce n'est pas une rancune récente, c'est quelque chose de vieux, d'enfoui. Il se retourna, son regard balayant les deux Finch vivants. Quelque chose qu'un neveu, fraîchement revenu de l'autre bout du monde, aurait pu murmurer. Le visage d'Edgar Finch s'empourpra de colère. « Voyez donc !» Mais Holmes leva une main apaisante. « J'ai dit « pourrait, monsieur. C'est un fil. Nous devons le tirer ainsi que tous les autres. » Il s'adressa de nouveau à Lestrade. « Inspecteur, j'ai vu tout ce que je pouvais pour le moment. Watson et moi allons prendre congé. Le corps est à vous. Je serais intéressé par les conclusions officielles de l'autopsie concernant le chloroforme. » Sans un mot de plus à la famille Finch, il sortit de la bibliothèque en courant, récupérant son manteau. Je le suivis, adressant un signe de tête compatissant à Alistair et Edgar, déconcertés et offensés. Dehors, dans l'air frais et humide, je me suis rapproché de mon ami qui hélait un fiacre. « Alors, Holmes ?» ai-je demandé tandis que nous montions à bord. « Que pensez-vous du neveu ?» Holmes se rassit, les yeux brillants sous la lumière intermittente du gaz. « Je le considère comme exactement ce qu'il paraît être, un jeune homme robuste et sûr de lui, venu des colonies. Et pourtant... »
Encore ? ai-je demandé. Pourtant, il est arrivé à un moment remarquablement opportun, et il a manifesté une réaction curieuse à l'évocation des secrets de son oncle. Une lueur de connaissance, Watson. Pas forcément de culpabilité, mais de connaissance. Tu penses qu'il est la voix sous la pluie ? C'est une possibilité. Il a le mobile, l'héritage. Il en a l'opportunité. Il est à Londres. Mais la méthode, le chloroforme, la terreur psychologique, cela semble un plan complexe et cruel pour un simple planteur colonial. Et il y a la question de l'empreinte unique et minime. Il secoua la tête. Non, Watson. Je crois que le neveu est une pièce du puzzle, mais pas la dernière. C'est une fausse piste, peut-être même délibérée. Notre véritable proie est plus subtile, plus patiente et nourrit un grief bien plus sombre. La voix dans la pluie appartient à un fantôme du passé de Josiah Finch, et nous devons maintenant aller en briser les chaînes. Chapitre 5. Le grand livre d'une vie. Le fiacre traversa en cahotant la ville endormie, le brouillard teinté des premiers signes de l'aube, une lumière grise et sale qui ne remontait guère le moral. Holmes restait assis en silence, le menton enfoncé dans sa poitrine, les yeux clos. Je savais qu'il valait mieux ne pas interrompre ses méditations. Il triait, reliait les fils disparates que nous avions rassemblés à Ravenswood, la victime terrifiée, l'empreinte boueuse, le chloroforme, le neveu blessé. Finalement, alors que nous prenions Baker Street, il parla sans ouvrir les yeux. La clé, Watson, ne réside pas dans la violence de la fin, mais dans le silence qui l'a précédé. Un homme comme Josiah Finch ne succombe pas à la simple intimidation. Sa peur était spécifique, personnelle et profondément enracinée. Nous devons la déterrer. Madame Hudson, Dieu la bénisse, avait anticipé notre retour. Un feu crépitait chaleureusement dans la cheminée et une cafetière fumait dans l'âtre. Holmes ignora le breuvage, se dirigeant droit vers la pantoufle persane, où il rangeait son tabac et sa terre à farcir, avec l'air concentré d'un homme qui alimente une machine. Le neveu est une complication, commença-t-il en lançant un nuage de fumée âcre. Son arrivée est trop opportune pour être une simple coïncidence, mais ses manières sont trop ouvertes pour un tueur calculé. C'est soit un très mauvais acteur, soit un homme totalement innocent qui a trébuché sur une tragédie. Mais sa réaction à la mention de secret, me suis-je risqué à dire en me versant une tasse de café bien méritée, précisément. Il savait quelque chose, ou du moins il soupçonnait quelque chose. Les lettres de son oncle, qu'il prétend ennuyeuses et professionnelles, contenaient peut-être un sous-entendu visible uniquement pour un membre de sa famille. Ou peut-être est-il lui-même le détenteur d'un secret qu'il espérait exploiter. Holmes bondit de sa chaise et se mit à arpenter la pièce devant le feu. Non, il faut regarder plus loin. Il faut s'intéresser à l'homme lui-même. Josiah Finch, pilier du commerce. Que se cache-t-il sous ce pilier ? Comment comptez-vous procéder ? Demandai-je. Lestrade a toute latitude. Lestrade, dit Holmes d'un geste dédaigneux de sa pipe, s'occupera des fastidieuses procédures d'arrestation. Il interrogera le neveu, confirmera son alibi, qui je le soupçonne tiendra, et restera perplexe, sa théorie du voyou colonial s'évaporant. En attendant, nous mènerons notre propre enquête sur la vie du défunt, et pour cela nous n'avons pas besoin de sa maison, mais de son histoire. Il s'approcha de son bureau, un paysage chaotique de papier, de produits chimiques et de correspondances, et se mit à le feuilleter avec une énergie frénétique. J'ai ici, oui, une monographie sur les routes commerciales du Pacifique Sud, et un répertoire des marchands londoniens, et mes index. Il sortit un épais livre de lieux communs, usé et défraîchi, dont les pages étaient remplies de son écriture précise et anguleuse. Finch, Josiah Finch, importateur, spécialisé en... Il s'arrêta, son doigt posé sur une entrée. Ses yeux brillèrent de cette lueur familière, semblable à celle d'un faucon. Qu'est-ce qu'il y a, Holmes ? Une vieille affaire, Watson. Une très vieille affaire.
avant même votre époque, mentionnée ici seulement en passant. L'affaire insignifiante de la bougie tordue. Ce n'était rien, un simple exercice, mais elle impliquait un jeune commis du cabinet Josiah Finch et compagnie. Le commis était accusé de concussion. Les comptes étaient falsifiés. Les preuves étaient convaincantes, quoique circonstancielles. L'homme fut licencié, son nom sali. Il clama son innocence avec véhémence, mais Finch resta catégorique. Sa carrière était terminée. « Tu crois que ce commis pourrait être notre voix ?» demandai-je, vivement intéressé. « Après toutes ces années ?» La vengeance est un plat qui se mange froid, Watson. Et quel plat plus froid que celui qu'on laisse reposer au frais pendant une décennie ou plus. Cet homme s'appelait... Il consulta à nouveau son livre. Parker. Silas Parker. Et où trouve-t-on ce Silas Parker? Telle est la question, dit Holmes en refermant le livre d'un coup sec. Un homme brisé par un tel scandale ne laisse pas d'adresse de réexpédition. Mais le cabinet Josiah Finch et compagnie possède des archives, et Alistair Finch, en tant que frère et associé probable, y aura accès. Comme par magie, on frappa à notre porte. Billy entra, l'air endormi mais important, tenant un plateau en argent sur lequel reposait une carte de visite. Holmes s'en empara. « Parlons du diable, Watson, ou du moins de son frère. Monsieur Alistair Finch attend en bas. Il dit que c'est urgent. »« Montre-lui la voie, Billy, » dit Holmes, un sourire aux lèvres. Le jeu avance. Alistair Finch semblait ne pas avoir dormi. Son visage était hagard, ses yeux rouges. Il serrait nerveusement son chapeau dans ses mains. « Monsieur Holmes, docteur, » dit-il d'une voix tendue, « il fallait que je vienne. Après votre départ, l'ambiance dans cette maison, avec Edgar et la police. S'il vous plaît, asseyez-vous, dis-je en le guidant vers une chaise. Vous avez subi un choc terrible. C'est plus que ça, dit-il en acceptant un verre de cognac que je lui offrais. Il le but sec, et ses joues reprirent un peu de couleur. C'est ce que vous avez dit, monsieur Holmes, à propos de secrets et d'héritage. Holmes se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Vas-y. Edgar, c'est un bon garçon, j'en suis sûr, mais son arrivée a semé la pagaille. Josiah tenait vraiment à le faire entrer dans l'entreprise, mais nos statuts sont complexes. Avec le départ de Josiah, sa voix s'éteignit, visiblement mal à l'aise. « Le contrôle de l'entreprise vous est transmis ?» demanda Holmes. « Pas seulement. Il y a des dispositions, c'est un vrai fouillis, un fouillis juridique qui prendra des mois à démêler. » Il leva les yeux, et une nouvelle peur se lut dans ses yeux. « Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Après ton départ, je suis allé dans le bureau de Josiah. J'ai senti que je devais comprendre, pour voir s'il y avait quelque chose, un indice. Et vous en avez trouvé un ?» La voix de Holmes était faussement calme. « J'ai trouvé ça, » dit Finch. Il fouilla dans sa poche intérieure et en sortit un petit registre relié en cuir. Il était vieux, les bords étaient usés par l'usage. Il était caché au fond de son coffre-fort. Pas un registre d'entreprise, un registre personnel. Je n'aurais pas dû le prendre, mais avec la police partout. Holmes prit le livre comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Il l'ouvrit avec précaution. Les pages étaient remplies de colonnes de chiffres, mais pas d'argent. C'étaient des dates, des montants et des initiales. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je en regardant par-dessus son épaule. « C'est un relevé de paiement, » murmura Holmes, parcourant les pages du regard à une vitesse incroyable. « Des paiements réguliers. C'est allant, mon Dieu, sur plus de 15 ans. » Il leva les yeux vers Alistair Finch. « Le saviez-vous ?»« Jamais, » s'exclama l'homme. « Je savais que Josiah était généreux, qu'il donnait à des œuvres caritatives, mais là, c'est systématique. Regardez les montants. Parfois 5 livres, parfois 50, et toujours le même jour du mois. Et les initiales, SP, MC, RD, je ne les reconnais pas. » Le doigt de Holmes s'arrêta sur une page. La dernière entrée datait d'1 semaine seulement. Le montant était conséquent, 100 livres. Les initiales à côté étaient
SP. Silas Parker, soufflai-je. Holmes releva brusquement la tête. Tu connais ce nom ? Demanda-t-il à Alistair Finch. Le visage de l'homme perdit à nouveau ses couleurs. Silas Parker ? Oui, oui, bien sûr. Le détourneur de fonds, il y a des années. Josiah l'a fait renvoyer. Il a juré de se venger. Tu ne crois pas ? Je pense, dit Holmes en refermant le registre d'un claquement sec, que votre frère ne faisait pas de dons caritatifs. Je pense que c'est un registre de chantage. SP et Silas Parker. Et 100 livres représentent une augmentation significative du prix de son silence. Cela suggère que le secret qu'il détenait a pris plus de valeur ou est devenu plus dangereux, très récemment. Il fixa Alistair d'un regard perçant. Cette petite affaire de bougie tordue, Monsieur Finch, l'accusation contre Parker, était-elle fondée ? Finch baissa les yeux sur ses mains. Je n'étais pas vraiment impliqué dans la gestion quotidienne du cabinet à l'époque. C'est Josiah qui s'en occupait. Il disait que les preuves étaient irréfutables. Mais, insista Holmes, détectant l'hésitation, mais il y avait des rumeurs que Josiah avait été particulièrement dur, que les fonds manquants étaient, pas tant disparus qu'égarés. Tout a été étouffé. Holmes se leva, une expression de clarté triomphante sur le visage. « Alors, nous l'avons, Watson. » La voix dans la pluie n'était pas un fantôme. C'était un homme bien réel, lésé et appauvri, qui depuis des années saignait à blanc son accusateur. Et puis, pour une raison inconnue, l'arrangement a tourné au vinaigre. Les exigences ont augmenté. La victime s'est rebellée. Et le maître chanteur a décidé qu'un paiement définitif était exigé. Il brandit le petit registre. « Ce n'est pas seulement une liste de paiements, Monsieur Finch. C'est un aveu de culpabilité. La culpabilité de votre frère. Et c'est la raison de sa mort. » Chapitre 6. La tromperie du neveu. La révélation flottait dans l'air de nos appartements de Baker Street, aussi épaisse que la fumée du tabac. Alistair Finch semblait avoir été physiquement frappé par la déclaration de Holmes. Les fondements de la respectabilité de son frère avaient été arrachés, révélant un sombre et honteux secret qui couvait sous ses pieds. « Chantage », murmura-t-il, le mot lui-même semblant lui souiller les lèvres. « Josiah ? Mais pourquoi paierait-il ? Si cet homme était coupable. » « Une question qui n'a que 2 réponses, » déclara Holmes, arpentant le feu comme une panthère en cage. « Soit Silas Parker était innocent, et votre frère le savait, faisant de ce paiement un impôt de conscience pour un terrible tort. Soit Parker était coupable, mais possédait la preuve d'un autre péché plus grave que Josiah Finch n'osait pas révéler. Dans les 2 cas, le registre était la carte de sa destruction. » Il s'arrêta et fixa notre client stupéfait d'un regard impérieux. « Monsieur Finch, ce livre doit rester notre secret. Son existence ne peut être révélée à l'inspecteur Lestrade, et encore moins à votre neveu. »« Mais Edgar, il fait partie de la famille. »« C'est aussi un élément nouveau et instable, » rétorqua Holmes sèchement. « Un homme qui apparaît le jour même où le chantage s'intensifie et où la victime est tuée. Il peut en être le déclencheur, intentionnellement ou non. Nous devons agir vite et discrètement. La première étape est de retrouver Silas Parker. »« Comment ? » demandai-je. « Cet homme est un fantôme. S'il vivait de chantage, il n'aurait probablement pas indiqué son adresse dans l'annuaire. Même les fantômes laissent des traces, Watson. Ils doivent encaisser leur chèque. » Holmes reprit le registre, scrutant les entrées à la recherche de SP avec une concentration féroce. Les paiements sont mensuels, et pendant des années, le montant est resté constant, 20 livres. Une somme qui suggère une vie modeste, pas luxueuse. Puis, il y a 6 mois, il est passé à 50. Et il y a 1 semaine, à 100. La pression montait. Son doigt traça les dates. Les paiements étaient toujours effectués le 1er mardi du mois. Josiah Finch était un homme d'habitude. Il aurait retiré l'argent de sa banque, et le maître chanteur aurait trouvé un moyen de le recouvrer. Une boîte postale ? Ai-je suggéré ? Peut-être. Ou un intermédiaire. Mais de tels arrangements sont réservés aux étrangers. C'est profondément personnel.
Je soupçonne une méthode plus directe. Les yeux de Holmes brillèrent. Le lieu de rendez-vous. Le bosquet dans le jardin. C'était un rendez-vous, Watson, pas une confrontation fortuite. Pendant des années, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, le premier mardi du mois, Josiah Finch sortait et rendait son hommage honteux. Hier soir, ce n'était pas la première voix sous la pluie, c'était leur point culminant. La logique était inéluctable. L'image de l'homme d'affaires prospère, contraint par sa propre culpabilité ou sa peur à entreprendre un pèlerinage nocturne dans son propre jardin pour payer son silence, était à la fois pathétique et horrifiante. « Alors Parker reviendra, » dit Alistair Finch, une pointe de panique dans la voix. « Le premier mardi, c'est-à-dire la semaine prochaine, il viendra attendre son paiement. »« Il viendra, » acquiesça Holmes, un sourire sinistre aux lèvres. « Mais il trouvera un accueil différent. Cependant, nous ne pouvons pas attendre une semaine. Le tueur pourrait s'enfuir, ou pire, il pourrait soupçonner son jeu d'être découvert et prendre des mesures pour brouiller les pistes. » Il se tourna vers moi. « Watson, votre revolver, s'il vous plaît. Nous avons un appel à passer. » « Où, Holmes ? » « Au seul endroit où le passé est toujours présent, et où un employé en disgrâce pourrait encore être connu. Les bureaux de Josiah Finch & Co. Nous avons confié un Alistair Finch, désemparé et effrayé, aux soins de Madame Woodson, avec la stricte consigne de ne parler à personne, et nous sommes replongés dans le jour londonien, désormais bien levé. Le brouillard s'était levé, remplacé par une bruine grise et constante qui ne parvenait guère à nettoyer la suie des rues. Le trajet en taxi jusqu'au quartier financier fut rapide, la ville s'activant pour les affaires du jour, parfaitement inconsciente des sombres affaires que nous poursuivions. Les bureaux de Finch & Company étaient situés dans un imposant bâtiment en pierre de Leadenhall Street, témoignage de la prospérité de l'entreprise. L'atmosphère à l'intérieur, cependant, était funèbre. Les employés parlaient à voix basse, le visage pâle et choqué. La nouvelle du décès de leur maître était clairement arrivée. On nous a fait entrer dans le bureau du commis en chef, un certain monsieur Wainwright, un homme âgé et précis, avec une tête chauve et un pince-nez, qui avait l'air complètement dévasté. « Monsieur Holmes, » dit-il après que Holmes nous eut présentés, « Monsieur Alistair a téléphoné pour vous dire que vous pourriez revenir. Comment puis-je vous aider ? C'est une affaire épouvantable. Nous étudions la possibilité que la tragédie soit liée à un ancien conflit, dit Holmes prudemment. Un ancien employé. Un homme nommé Silas Parker. Le visage de Wainwright, si possible, pâlit encore davantage. Il retira son pince-nez et le polit nerveusement. Parker, grand Dieu, c'est un nom d'un passé lointain, une triste histoire. Que pouvez-vous nous dire de lui ? Demandai-je. Un homme intelligent, trop intelligent peut-être. Il était mon subalterne, mais ambitieux. Puis, la discordance a été découverte dans les registres. Une somme importante. Les preuves le dénonçaient sans équivoque. Monsieur Josiah était furieux. Il a exigé son licenciement et des poursuites, mais a finalement opté pour le licenciement. Il a déclaré que le scandale porterait préjudice à l'entreprise. « Et vous le croyiez coupable ?» La voix de Holmes était douce, presque compatissante. Wainwright hésita, choisissant ses mots avec une extrême prudence. Les comptes étaient erronés. L'argent avait disparu. Parker y avait accès. Cela semblait concluant. Mais il baissa la voix. Mais il a protesté avec tant de véhémence. Et il y avait une incohérence. « Quelle incohérence ?» s'exclama Holmes. « La bougie, » dit le vieux commis, le regard perdu dans le souvenir. Le veilleur de nuit a trouvé Parker au bureau après les heures de bureau. Il prétendait travailler tard. Son bureau était en désordre et une bougie était tombée, sa cire renversée et tordue sur des papiers. Parker affirma l'avoir renversée dans sa hâte. Monsieur Josiah affirma que c'était le signe d'une mauvaise conscience, une tentative ratée de falsification des registres. Il qualifia cela de « l'affaire insignifiante de la bougie tordue ». Cela scella le sort de Parker.
Le regard de Holmes croisa le mien. La phrase de son index était désormais concrétisée. Et qu'est-il arrivé à Parker après? Il a disparu. Il avait une jeune femme, un enfant, je crois. La honte. Ça l'a brisé. J'ai entendu dire qu'il était tombé dans la pauvreté. L'alcool, peut-être. Je ne sais pas. C'était il y a longtemps. Un enfant? Demanda Holmes sèchement. Un fils? Une fille? Une fille, je crois. Mary, je crois. Elle serait adulte maintenant. Holmes remercia l'homme et nous prîmes congé. Dehors, dans la rue animée, il me serra le bras, le visage rayonnant d'excitation. Le tableau est clair, Watson. Nous avons notre maître chanteur, un homme lésé, accablé par la misère, nourrissant un grief depuis des années. Mais on n'augmente pas ses exigences après 15 ans sans raison. Un catalyseur, Watson, un nouveau facteur. Le neveu, dis-je. Le retour d'Edgar. Son héritage potentiel. Exactement. Parker voit l'avenir de la fortune des Finch basculer. Il voit sa poule aux œufs d'or se préparer à changer de main. Il formule une dernière et grandiose exigence pour assurer son avenir avant que le nouvel héritier, ignorant tout de l'arrangement, ne prenne le relais et refuse peut-être de payer. Mais Josiah, confronté à cette somme exorbitante et au retour imminent du neveu à qui il doit cacher sa honte, finit par refuser. La patience du maître chanteur s'épuise. L'arrangement qu'il a soutenu si longtemps devient un nœud coulant autour du cou de sa victime. Il élève un autre taxi. Retour à Baker Street. Et vite, nous devons... Il s'arrêta brusquement, sa phrase inachevée, son regard perçant fixé sur un vendeur de journaux qui vendait le dernier numéro au coin de la rue. Le cri du garçon résonna dans le vacarme de la rue. « Lisez tout ! Meurtre à Hampstead. Un neveu australien arrêté. » Le visage de Holmes s'assombrit. « Lestrade !» siffla-t-il d'une voix chargée de mépris. « L'imbécile a mordu à l'hameçon. » Il arracha un journal des mains du garçon, lui tendit une pièce et parcourut la première page. « On dit, » rapporta-t-il d'une voix glaciale, « que l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard, après une enquête rapide et approfondie, a arrêté M. Edgar Finch, soupçonné du meurtre de son oncle. Mobile, héritage, opportunité. Il était connu pour se trouver à Londres. L'affaire, suggère le journal, est quasiment close. Il froissa le papier dans son poing et le jeta dans le caniveau. La diversion est totale. Pendant que Lestrade se félicite d'avoir attrapé le poisson évident, notre véritable proie, l'homme qui a véritablement parlé sous la pluie, va s'enfoncer dans les profondeurs. Nous avons perdu notre avantage, Watson. Le jeu est devenu bien plus dangereux. Chapitre 7. Une visite de la cour. Le retour à Baker Street s'effectua dans un silence glacial. Holmes se redressa brusquement dans le taxi, les bras croisés, le regard fixé sur les rues qui défilaient sans les voir. Le clapot rythmique des sabots du cheval semblait railler le rythme effréné auquel notre propre enquête avait été interrompue. Lestrade n'a pas seulement fait une gaffe, Watson, dit-il enfin d'une voix basse et venimeuse. Il a jeté un sac sur la ruche et déclaré le miel récolté. En arrêtant Edgar Finch, il a alerté le véritable meurtrier que le champ était libre. Toute piste que nous aurions pu suivre jusqu'à Silas Parker sera désormais indéterminée. « Mais il faut absolument le lui dire, » protestai-je. « Nous avons le registre. Nous avons le témoignage de Wainwright. » Et lui dire quoi? Que nous avons la preuve d'un crime, du chantage, dont Josiah Finch était complice, des preuves obtenues de son frère à l'insu du Yard. Lestrade saisirait le registre comme preuve officielle. Alistair Finch serait impliqué dans sa dissimulation, et notre propre position serait compromise. Non, nous devons agir avec prudence. Nous devons utiliser cela. L'utiliser? Comment? Le tueur se croira désormais en sécurité. Sa plus grande menace, le suspect évident, a été soigneusement écarté par la police. Il deviendra complaisant. Il pourrait même tenter de reprendre contact pour voir si le nouveau maître de Ravenswood, qu'il s'agisse d'Alistair ou d'Edgar emprisonné, est aussi docile que l'ancien. Un sourire sinistre éclaira les lèvres de Holmes.
Lestrade, avec sa maladresse, a tendu un piège, mais c'est nous qui le déclencherons. À notre retour, nos chambres étaient déjà occupées. L'inspecteur Lestrade se tenait près de la cheminée, se réchauffant les mains avec un air de profonde satisfaction. Un autre homme, plus costaud, à la moustache fournie et au regard las d'un haut fonctionnaire, se tenait près de la fenêtre. L'inspecteur Bradstreet, un officier plus compétent et moins irritable que son collègue. « Ça, Holmes, » dit Lestrade en se retournant à notre entrée. « J'imagine que vous avez vu les infos. Un travail rapide, hein ? Parfois, la réponse la plus simple est la bonne. »« La réponse la plus simple est rarement la bonne, Lestrade, » répondit Holmes en accrochant son manteau avec un air nonchalant qui, je le savais, masquait une vive irritation. « C'est simplement la plus commode. Vous avez arrêté M. Edgar Finch ? » ?»« Oui. L'alibi n'a pas pu être confirmé. Le veilleur de nuit du Charing Cross était en tournée. Personne ne l'a vu entre 22h et minuit. Largement le temps d'aller à Hampstead et retour. « Et le mobile ?» demanda Holmes en se versant un verre d'eau. « Un héritage, tout simplement, » dit Lestrade en bombant le torse. Le jeune homme revient des colonies, trouve son oncle peu disposé à lui céder les cordons de la bourse et décide d'accélérer les choses. Une dispute, une bagarre, le verre est cassé et utilisé. On a trouvé de la boue sur ses bottes, Holmes. Un match pour le jardin, je vous le garantis. Vraiment ? Holmes haussa un sourcil. Et la petite empreinte de pas ? Celle qui pointait vers l'intérieur ? Le chloroforme ? Les bottes de M. Edgar correspondent-elles exactement à cette petite empreinte ? La confiance de Lestrade vacilla un instant. Eh bien, à ce propos, la scène était piétinée, beaucoup d'empreintes de pas. Celle-là n'est pas concluante. Quant au chloroforme, c'est un colon. Il avait probablement l'habitude d'assommer des kangourous ou quelque chose du genre. Je ne pus réprimer un grognement d'incrédulité. Bradstreet, près de la fenêtre, s'agitait, mal à l'aise. « Monsieur Holmes, » dit Bradstreet d'une voix grave et rauque, « Lestrade a exposé ses arguments. Ils sont convaincants en apparence, mais je connais votre vision plus large des choses. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? » Officieusement. Holmes observa longuement l'inspecteur plus âgé. Il se dirigea vers son bureau et prit un journal, celui qu'il avait froissé plus tôt, maintenant lissé. Il désigna le titre. « C'est une erreur, » dit-il doucement. « Vous vous trompez d'homme. » Lestrade bafouilla. « Voilà, regardez. »« J'ai vu Lestrade, » interrompit Holmes d'une voix glaciale. « J'ai vu une empreinte de pas qui ne correspond pas à celle de votre suspect. J'ai vu des preuves d'un crime prémédité, impliquant un sédatif. J'ai vu une victime torturée psychologiquement avant d'être tuée. Ce n'est pas l'œuvre d'un neveu impétueux, victime d'une dispute soudaine. C'est l'œuvre d'un esprit patient, méticuleux et profondément vengeur. »« Alors qui ? » demanda Bradstreet, le regard perçant. « C'est ce que j'étais en train de découvrir lorsque votre collègue a décidé d'annoncer au monde entier que l'affaire était classée, » a déclaré Holmes. « Je pense que le tueur est un certain Silas Parker, un ancien employé accusé à tort de détournement de fonds par Josiah Finch il y a plus de 15 ans. Je pense qu'il faisait chanter Finch depuis des années et qu'il l'a tué lorsque les paiements ont été refusés. » Lestrade rit d'un rire bref et moqueur. « Silas Parker, ce vieux fantôme. Holmes, on a enquêté, l'homme a disparu il y a des années, probablement mort dans un fossé. Un fantôme qui encaisse un chèque mensuel de 20 livres est un fantôme remarquablement imposant, » rétorqua Holmes. « Mais votre arrestation très publique de M. Finch l'aura réduit à néant. Vous n'avez pas résolu cette affaire, inspecteur. Vous l'avez enterrée. » Un silence gêné s'abattit sur la pièce. Lestrade paraissait furieux, mais Bradstreet paraissait pensif. « Avez-vous la preuve de ce chantage, monsieur Holmes ?» demanda Bradstreet. « J'ai une piste d'enquête qui progressait jusqu'à ce qu'elle soit interrompue, » répondit Holmes d'un ton évasif. Il ne trahirait pas la confiance d'Alistair Finch, même pas auprès du Yard. « J'ai besoin de 48 heures. Gardez Edgar Finch en détention si vous le devez. Cela pourrait donner au véritable meurtrier un faux sentiment de sécurité. Mais ne l'inculpez pas, et ne soufflez mot de Silas Parker à la presse. »
Bradstreet observa Holmes un long moment, puis hocha lentement la tête. 48 heures, Holmes. Mais si vous n'avez rien d'ici là, l'affaire Lestrade était maintenue. Le public exigera une résolution. Il se tourna vers son collègue. « Allez, Lestrade, notre travail est terminé. » Lestrade lança à Holmes un regard de pur dépit, mais suivit son supérieur. Lorsque la porte se referma derrière eux, Holmes laissa échapper un long soupir. « Les imbéciles !» marmonna-t-il. « Mais Bradstreet a raison. Nous avons 2 jours, et notre proie sait maintenant que les chiens poursuivent un autre renard. » Il se dirigea vers la fenêtre et regarda les 2 inspecteurs s'éloigner. Il doit être confiant, peut-être assez pour agir. « Quel déménagement ?» demandai-je. « Le prochain paiement n'est dû que dans 1 semaine. »« Le registre, Watson !» s'exclama Holmes en se retournant vers moi avec une énergie renouvelée. Le tueur ignore qu'Alistair Finch le détient. Pour lui, il est toujours dans le coffre de Josiah. C'est la seule preuve matérielle de son crime, le seul élément qui le relie à Finch. Avec la mort de Josiah et l'arrestation de son neveu, la maison sera plongée dans le chaos. C'est le moment idéal pour le récupérer. Tu penses qu'il va s'introduire à Ravenswood ? Je pense qu'il le doit. C'est la seule preuve qui pourrait le démasquer. Il était peut-être le fantôme du jardin. Mais ce soir, les yeux de Holmes brillaient d'un feu d'anticipation. Ce soir, il pourrait bien devenir un fantôme dans la maison. Il attrapa son manteau. « Venez, Watson. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons parler à Alistair Finch immédiatement et préparer une réception pour notre visiteur inattendu. Le décor est planté, et grâce à Lestrade, le comédien croit que la salle est vide. Nous devons être là pour le dernier acte. » Chapitre 8. Le piège de Ravenswood. Nous avons trouvé Alistair Finch profondément agité, arpentant le salon sombre de Ravenswood comme un homme attendant sa propre exécution. La nouvelle de l'arrestation de son neveu lui était parvenue, et il était déchiré entre sa loyauté familiale et l'horreur naissante que lui inspirait l'héritage du péché de son frère. « Ils ont Edgar, monsieur Holmes !» s'écria-t-il tandis que Groves nous introduisait. « C'est monstrueux. Ce garçon est peut-être fougueux, mais pas un tueur. L'arrestation est un inconvénient, mais elle pourrait servir nos intérêts, » dit Holmes d'un ton brusque et professionnel. « Elle a convaincu le véritable tueur qu'il est en sécurité. Et cela le rendra audacieux. Monsieur Finch, le registre. Quelqu'un d'autre est-il au courant de son existence ? Non, seulement moi, et maintenant toi. Et la combinaison du coffre-fort ? Qui l'a ? Moi et Groves. Josiah lui faisait entièrement confiance. Il est avec la famille depuis 40 ans. Les yeux de Holmes se plissèrent. Implicitement. Alors le tueur pourrait croire que le secret du coffre-fort est mort avec votre frère. Mais il ne peut pas prendre ce risque. Il viendra chercher le registre. Ce soir. Finch pâlit. Ici ? Mais la police ? Les domestiques ? La police se félicite à Scotland Yard, et les domestiques sont déstabilisés et effrayés. C'est le moment idéal. Nous devons nous tenir prêts. Holmes se tourna vers moi. Watson, vous et moi serons le public de cette représentation. Monsieur Finch, vous allez vous retirer dans votre chambre avec un mal de tête. Vous demanderez à Groves de veiller à ce que la maison se couche tôt. Nous devons faire en sorte que la maison paraisse vulnérable. Et ensuite ? demandai-je, sentant le frisson familier de la chasse accélérer mon pouls. Alors on attend. L'étude était la cible évidente. On trouvera un point de vue approprié. Les heures qui suivirent furent parmi les plus longues que j'ai jamais vécues. La grande maison s'enfonça dans un silence inquiétant, ponctué seulement par le grincement des vieilles poutres et le soupir lointain du vent. Holmes et moi prîmes position dans une profonde alcôve du couloir, face à la porte du bureau, plongée dans l'ombre. La seule lumière provenait de la lune, perçant par intermittence les nuages filants et dessinant des motifs changeants sur le sol poli. Holmes était un modèle de patience, tous ses sens étant à l'écoute de l'obscurité. Moi, en revanche, je sentais le froid m'envahir et le poids de mon revolver de service dans ma poche. Nous traquions un homme qui avait déjà tué une fois, un homme qui se déplaçait avec un silence fantomatique. « Il ne franchira pas les porte-fenêtres », avait murmuré Holmes plus tôt. C'était pour une réunion surveillée.
C'est un cambriolage. Il cherchera l'entrée la plus discrète. » Peu après 2 heures, alors que la nuit atteignait son plus profond silence, nous l'entendîmes. Pas un bruit provenant de l'avant ou du côté de la maison, mais un léger grattement, presque imperceptible, quelque part au-dessus. La main de Holmes se referma sur mon bras, comme un étau. « L'ancien escalier des domestiques, » souffla-t-il d'une voix à peine audible. « Il mène à l'arrière-cuisine. » Il a crocheté la serrure. Nous entendîmes un léger grincement, celui d'une porte qu'on ouvrait lentement et prudemment, puis des pas doux et furtifs sur les dalles de pierre des quartiers des domestiques, avançant avec l'assurance d'un rat dans l'obscurité totale. L'intrus connaissait la disposition de la maison. Un ray de lumière apparut lorsque la porte en toile du hall principal s'ouvrit légèrement. Une silhouette se glissa à l'intérieur et la referma silencieusement derrière lui. Il était petit et mince, vêtu de vêtements sombres et moulants, une casquette enfoncée sur le visage. D'une main, il tenait une lanterne sombre, volet fermé, et de l'autre, un jeu de crochets à serrure à l'aspect redoutable. Il resta un moment dans le couloir, éclairé par la lune, à écouter. Sa silhouette était parfaitement dessinée. Mon doigt me démangeait sur la détente de mon revolver, mais la main de Holmes me retenait. Ce n'était pas le moment. La silhouette traversa le couloir en se glissant jusqu'à la porte du bureau. Il travailla rapidement et efficacement. Un léger clic retentit lorsque la serrure céda. Il poussa la porte et se glissa à l'intérieur, la refermant derrière lui. « Maintenant, Watson, » murmura Holmes, doucement. Nous quittâmes notre alcôve et traversâmes le couloir. Holmes tourna la poignée de la porte du bureau et nous entrâmes, la refermant doucement derrière nous. L'intrus nous tournait le dos. Il avait légèrement entr'ouvert le volet de sa lanterne noire et, dans son faible faisceau, il était déjà penché sur le coffre-fort, ses outils sondant la serrure. Il était tellement absorbé par sa tâche qu'il ne nous entendit pas entrer. Holmes se déplaçait avec la grâce d'une panthère. En 2 enjambées, il traversa la pièce. Alors que l'homme sentait une présence et commençait à se retourner, la main de Holmes se referma sur son épaule, le faisant pivoter. Au même instant, je braquai mon revolver. « Bonsoir, » dit Holmes d'une voix froide et claire. « Vous cherchez ceci ?» Dans sa main libre, il tenait le petit registre relié en cuir. L'homme se figea, le visage marqué par le choc et la terreur dans la faible lueur. Ce n'était pas le vieux commis brisé que j'avais imaginé. Il avait peut-être la trentaine avancée, son visage vif et intelligent, maintenant déformé par la panique. Ses yeux, écarquillés et affolés, allient de Holmes à moi, puis au registre. « Je ne sais pas ce que tu veux dire, » balbutia-t-il, sa voix plus aiguë que ce à quoi je m'attendais. « Je le pense, monsieur Parker, » dit Holmes, ou devrais-je dire le fils de Silas Parker, car vous êtes trop jeune pour être l'homme ruiné il y a 15 ans. Vous êtes son instrument, sa vengeance. L'homme ne dit rien, mais son silence était une confirmation suffisante. La voix sous la pluie, dis-je, la dernière pièce s'emboîtant parfaitement. C'était toi. Mon père a perdu sa voix, s'écria le jeune homme, une soudaine et désespérée provocation dans le regard. Son nom a été détruit. Finch l'a ruiné. Il est mort en ivrogne, ruiné sans le sou, et ma mère à l'hospice après. Tout ça à cause du mensonge de cet homme. Il pointa un doigt tremblant vers le coffre-fort. Il nous devait de l'argent. Pendant des années, il a payé. C'était une misère, mais c'était déjà ça. Puis il a arrêté. Il a dit qu'il ne paierait plus, que c'était fini. Alors vous l'avez tué, déclara Holmes. Ce n'était pas censé arriver, s'écria le jeune homme, sa bravade se transformant en désespoir. J'ai juste dû lui faire peur, le faire payer. J'ai utilisé du chloroforme. Je pensais pouvoir faire passer ça pour un accident. Mais il s'est débattu. Le verre. Sa voix s'éteignit, frissonnant. Vous l'avez confronté dans le jardin, comme toujours, dit Holmes, reconstituant l'histoire. Vous lui avez dit que le prix avait augmenté.
Il a refusé. Vous l'avez suivi à l'intérieur. Vous l'avez forcé à boire du cognac trafiqué. Une bagarre s'est ensuivie, et vous l'avez réduit au silence à jamais avec son propre verre. Le jeune homme, le fils de Parker, s'affaissa sous l'emprise de Holmes, complètement défait. Il hocha la tête en silence. « Comment t'appelles-tu » demandai-je, une vague de pitié mêlée à ma répulsion. « John » murmura-t-il. « John Parker. » À cet instant, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Alistair Finch se tenait là, vêtu de sa robe de chambre, le visage blême. Derrière lui se tenait Groves, une bougie à la main. « Monsieur Holmes, nous avons entendu des voix. » Le regard de Finch se posa sur l'intrus capturé et le registre dans la main de Holmes. « Bon Dieu, vous l'avez attrapé. » « Grâce à la bévue de l'estrade, le piège a été tendu, » dit Holmes. Il tendit le registre à Finch. « Ceci est à vous, la preuve du long secret de votre frère. Et voici, dit-il en poussant le jeune homme vers moi, la conséquence, Watson, si vous voulez bien le capturer. » En saisissant le bras de John Parker, je ne vis pas un tueur de sang-froid, mais le malheureux produit du péché d'un autre homme, une vie déformée par un grief qui n'était pas le sien, poussé à un acte terrible et final. La voix dans la pluie s'était tue, mais les échos du passé avaient m'en fait une nouvelle victime. L'affaire était résolue, et pourtant je n'éprouvais aucun triomphe, seulement une profonde et glaçante tristesse. Chapitre 9. Le dénouement d'une vie. Les suites de la capture de John Parker furent sombres. L'excitation triomphale de la chasse, qui laissait habituellement Sherlock Holmes vibrant d'énergie, était absente. À la place, une satisfaction sombre et silencieuse l'envahit, celle que l'on éprouve en résolvant une équation complexe révélant une vérité profondément laide. Nous avions convoqué le gendarme local qui, voyant le célèbre Sherlock Holmes et un meurtrier avoué, fut ravi d'envoyer un télégramme à Scotland Yard. Pendant que nous attendions, Holmes mena un interrogatoire rapide et discret dans le bureau, avec Alistair Finch et moi-même comme témoins. Groves, le majordome, montait la garde devant la porte, son visage âgé et loyal masquant la confusion et le chagrin. John Parker, sa réticence initiale passée, semblait presque soulagé de se confier. Il s'assit dans le fauteuil même qu'occupait sa victime, se recroquevillant dans ses bras, tel un garçon dans un monde d'hommes aux conséquences terribles. « Parlez-moi de votre père » commença Holmes non sans gentillesse. « Silas Parker. » Le jeune homme leva les yeux, le regard vide. C'était un homme bien, un homme fier. Il aimait son travail. Et puis, cette histoire de comptabilité. Il cracha ses mots. Il a juré jusqu'à sa mort qu'il n'avait jamais touché un centime. Il a dit que Finch avait commis une erreur, une énorme, et qu'il ne pouvait l'admettre, que l'argent manquant avait servi à couvrir sa propre erreur. Il était devenu le bouc émissaire. « La bougie tordue » demandai-je. « Il l'a bel et bien renversée » insista John. Il travaillait tard, essayant de trouver lui-même l'anomalie, de se disculper avant qu'elle ne soit découverte. Il était affolé. La bougie est tombée. Finch s'en est servi comme preuve de sa culpabilité, d'une tentative furtive de falsification des livres. Il secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. Une petite affaire. C'est comme ça qu'il l'appelait. Ça a détruit nos vies. Et le chantage? La voix de Holmes était neutre, celle d'un enregistreur de faits. Ce n'était pas du chantage au début, dit John, une lueur de sa première provocation revenant à lui. Après la mort de ma mère, à cet endroit, j'ai trouvé des lettres. Les lettres de mon père à Finch, demandant une audience, justice, et une seule réponse, une seule. Elle n'était pas signée, mais la main, je savais que c'était celle de Finch. Elle n'offrait aucune aide, aucune compassion. Elle était froide, sans appel. Elle disait que l'affaire était close. Il prit une inspiration tremblante. J'étais en colère, tellement en colère. Je lui ai écrit. Je lui ai dit que je savais la vérité. Je lui ai dit qu'il avait une dette envers ma famille pour ce qu'il avait fait. Je n'ai pas demandé de somme précise. J'ai juste envoyé la lettre à son domicile, pas à son bureau.
Je ne savais pas ce qui allait se passer. Mais quelque chose s'est produit, a insisté Holmes. Une semaine plus tard, une enveloppe est arrivée. Pas de mots. Juste 20 livres en liquide. Et puis, le mois suivant, une autre. C'était un aveu, vous comprenez? Il payait parce qu'il était coupable. La voix de John monta d'un ton. Pendant des années, c'était notre seul revenu. Ça nous permettait de nous loger, même si c'était maigre. C'était le moins qu'il puisse faire. Et puis, vous en avez demandé plus? A déclaré Holmes. Je suis dessinateur, dit John, une pointe de fierté traversant brièvement sa honte. J'ai un métier, mais le travail est irrégulier. J'ai pris du retard. Le loyer, j'avais besoin de plus. J'ai écrit pour demander 50 livres. Il a payé. Puis j'ai entendu des rumeurs. Que le grand Josiah Finch faisait venir son neveu d'Australie dans l'entreprise. Que l'entreprise prospérait. Et je me suis dit, pourquoi devrions-nous vivre dans la pauvreté pendant qu'il profite de sa fortune mal acquise? Pourquoi sa famille devrait-elle prospérer pendant que la mienne pourrit? J'ai demandé 100 livres. Un dernier paiement, ai-je dit, pour en finir. Et il a refusé, dis-je doucement. John Parker hocha la tête, les yeux remplis de larmes qu'il refusait obstinément de verser. Il a laissé un mot à notre endroit habituel, une brique détachée dans le mur du jardin. Il disait « Assez. L'affaire est close. » Les mêmes mots que dans cette lettre, il y a des années. Ses poings se serrèrent. J'étais furieux. J'ai décidé de l'affronter, de le forcer. J'ai acheté du chloroforme. Je me suis dit que si je pouvais l'effrayer, lui faire comprendre que j'étais sérieux. Sa voix s'éteignit, le souvenir de ce qui s'était passé ensuite étant trop horrible pour être exprimé. Le plan né du désespoir s'était transformé en horreur. La confrontation, la lutte, la fin choquante et sanglante. « L'empreinte, dit Holmes. Vous avez essuyé vos bottes en entrant. J'ai vu la boue dans laquelle j'avais traîné, murmura John. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste pris mon mouchoir et je l'ai essuyé. J'allais effacer l'empreinte, mais j'ai entendu un bruit et j'ai paniqué. Je suis sorti par la porte d'entrée. Elle n'était pas verrouillée. Alistair Finch, qui écoutait cette confession avec un air d'horreur et de pitié grandissant, prit enfin la parole. « Mon Dieu, souffla-t-il, toutes ces années, Josiah, il n'a pas dit un mot. » « La culpabilité est une compagne silencieuse, monsieur Finch, » dit Holmes. « Elle prononce rarement son nom à voix haute. » L'arrivée de l'inspecteur Bradstreet, accompagné d'un Lestrade à l'air abattu, rompit l'atmosphère lugubre. Holmes exposa succinctement les faits, l'historique de l'affaire, le chantage, la confrontation et les aveux. Il présenta John Parker non pas comme un monstre, mais comme une figure tragique, brisée par un tort qui s'était propagé sur toute une génération. Lestrade, pour une fois, n'avait rien à dire. L'affaire qu'il avait déclarée close avait été ouverte et résolue sous ses yeux, et la solution était bien plus complexe et douloureuse que sa simple théorie de la cupidité coloniale. Tandis que John Parker était emmené, la tête baissée, j'ai ressenti un profond vide. Justice avait été rendue, mais elle avait un goût de cendre. Un homme était mort, un autre était ruiné, et un troisième risquait la potence. Tout cela à cause d'un mensonge et de l'orgueil obstiné qui le soutenait. Holmes se tenait près des porte-fenêtres, regardant la première lumière grise de l'aube caresser le jardin où tout avait commencé. La pluie avait cessé. « La voix est silencieuse, Watson, » dit-il doucement. « Mais l'écho résonnera dans cette maison pendant très, très longtemps. » Le jeu était terminé, et pour une fois, j'aurais préféré qu'il n'ait jamais commencé. Légulu. Chapitre 10. Le jugement dernier. Le lendemain, l'affaire de Ravenswood s'éclaircit d'une sombre clarté. Les journaux du matin, qui avaient récemment vanté l'arrestation d'Edgar Finch, s'empressèrent de se corriger avec des colonnes hâtivement composées détaillant la capture tragique du véritable assassin et un héritage de honte dévoilé. L'appétit du public pour le scandale était assouvi, mais à Baker Street, l'ambiance était funèbre.
Holmes avait passé le reste de la nuit et les premières heures du matin dans une activité intense, coordonnant ses efforts avec Bradstreet pour assurer la libération rapide et discrète d'Edgar Finch. Il s'était ensuite retiré à son établi de chimie, non pas pour mener une expérience délicate, mais pour nettoyer son équipement avec une énergie féroce et mécanique qui trahissait un esprit en quête d'ordre au milieu du chaos moral. Il était le milieu de l'après-midi, lorsque notre cloche sonna et que Billy annonça l'inspecteur Bradstreet. L'inspecteur principal paraissait las mais résolu, avec l'air d'un homme ayant accompli une mission désagréable mais nécessaire. « Holmes, dit-il en acceptant la chaise que je lui offrais, une affaire compliquée. »« Les conséquences d'un crime sont souvent les mêmes, » répondit Holmes en posant un gobelet en verre avec un bruit sec. « Le neveu a-t-il été libéré ? » ?»« Il l'a fait. Un peu usé et furieux contre le Yard. Lestrade en particulier, mais libre. Il est allé chez son oncle à Montague Place. » Bradstreet soupira. « Le fils Parker est en cellule. Il a fait des aveux complets. Il n'a plus aucune résistance. C'est un aller simple pour les assises. J'en ai bien peur. »« Et le grand livre ?» demanda Holmes. « Une preuve. Elle sera nécessaire au procès. Elle prouve le mobile, même s'il est né d'une faute. » Bradstreet se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « J'ai vu les anciens dossiers de Silas Parker. C'était mince, Holmes, très mince. Josiah Finch l'a fait passer à la force de sa volonté. La vie d'un homme détruite à cause de ce qui était, selon toute vraisemblance, une erreur administrative dissimulée par un homme fier. Une fierté qui s'est transformée en un cancer qui a consumé 2 familles, ai-je observé d'un air sombre. « Exactement, docteur. » Bradstreet se leva pour partir. « Le commissaire va exiger un rapport. Ce n'est pas une victoire que je vais écrire avec plaisir. Bonjour, messieurs. » Après son départ, Holmes resta à la fenêtre, scrutant la rue animée et indifférente. « La loi va dans un sens, Watson. Elle s'attaque à l'acte, pas à la cause. Elle punira John Parker pour le meurtre, mais elle ne pourra pas punir Josiah Finch pour le péché qu'il a précipité. Certains diront que c'est une faille du système. Moi, j'appelle cela une limitation de la justice humaine. » Il se retourna, le visage empreint d'une rare mélancolie. Le seul jugement définitif dans cette affaire ne se fera pas devant un tribunal, mais dans la conscience de ceux qui restent. Et je soupçonne que pour Alistair Finch, ce sera une punition suffisante. Notre implication dans l'affaire semblait terminée. La machine judiciaire était en marche, et l'enquêteur consultant n'avait plus rien à faire. Pourtant, je percevais une insatisfaction tenace chez mon ami. L'énigme était résolue, mais l'équation humaine restait déséquilibrée. Ce sentiment fut confirmé ce soir-là, lorsqu'un mot fut remis en main propre. Holmes le lut rapidement et me le passa. M. Holmes. Je vous serai reconnaissant, à vous et au docteur Watson, de bien vouloir me rendre visite dès que possible. Il y a des points qui nécessitent des éclaircissements et une dette qui doit être honorée. Le vôtre, Alistair Finch. La convocation que j'attendais, dit Holmes en attrapant son manteau. Le dernier, fil conducteur. La maison de Montague Place était une version plus petite et plus modeste de Ravenswood, mais elle dégageait la même atmosphère de prospérité tranquille. On nous conduisit dans un bureau tapissé de livres, où Alistair Finch et son neveu Edgar nous attendaient. Le jeune Finch se leva à notre entrée, son air colonial d'antan remplacé par une attitude réservée, presque secouée. L'expérience d'avoir été accusé du meurtre de son oncle l'avait humilié. « Monsieur Holmes, docteur, » dit Alistair en nous faisant signe de nous asseoir. « Merci d'être venu. Nous vous devons de sincères excuses, et une dette encore plus grande. Ces excuses ne sont pas nécessaires, » a déclaré Holmes. « Vous avez agi par loyauté familiale et par confusion. Votre dette est envers la justice, pas envers moi. »« C'est à toi, » dit Edgar Finch d'une voix basse et sérieuse. « Ils m'ont raconté ce que tu as fait. Comment tu as découvert la vérité. J'étais prêt à être pendu pour un crime que je ne savais même pas commettre. » Il frissonna. « J'ai dit certaines choses, quand j'étais en colère. De l'eau a coulé sous les ponts, monsieur Finch, dis-je gentiment.
Alistair Finch se pencha en avant, les mains jointes. La dette, cependant, demeure. Et elle n'est pas seulement envers toi. Elle est envers la mémoire de Silas Parker et de son fils. Il prit une profonde inspiration. Edgar et moi avons longuement discuté. Nous ne pouvons pas ressusciter les morts. Nous ne pouvons pas effacer le passé. Mais nous pouvons peut-être changer l'avenir. Il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un chéquier. John Parker aura besoin d'une représentation juridique, la meilleure que l'argent puisse acheter. Nous la lui fournirons. De plus, il marqua une pause comme pour se préparer à une déclaration importante. Les paiements inscrits dans ce registre. C'était, d'une manière tordue, une reconnaissance de dette. Nous avons l'intention d'honorer cette dette, en totalité, avec intérêt. Ce qui restera après le paiement des avocats sera conservé en fiducie pour John Parker, s'il est libéré un jour, et il sera versé à sa famille, si elle le souhaite. Edgar acquiesça d'un signe de tête. Ça ne ramènera pas son père. Ça ne lui rendra pas la vie. Mais c'est ce que mon oncle aurait dû faire il y a 15 ans. C'est ce que l'honneur exige. Holmes regarda successivement Finch. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, je perçus une lueur de respect sincère dans ses yeux. « C'est un sentiment noble, » a-t-il déclaré. « Et juste. Il n'efface pas le crime, mais il reconnaît celui qui l'a précédé. C'est une meilleure forme de justice que celle que n'importe quel tribunal peut rendre. » Il se leva pour partir. « Mon travail est terminé, messieurs. L'affaire est close. Ce que vous faites maintenant ne sera pas mentionné dans les journaux ni dans les archives de l'Old Bailey. Mais cela aura, je crois, plus d'importance. » Alors que nous sortions dans l'air frais du soir, j'ai senti un poids se libérer de mon esprit. La tragédie n'était pas moins profonde, la perte non moins douloureuse. Mais un acte de grâce avait été accompli, une petite lumière dans l'obscurité écrasante. Holmes semblait deviner mes pensées. La balance de la justice est aveugle, Watson, songea-t-il tandis que nous attendions un taxi. Mais le cœur humain n'a pas à l'être. Il a choisi de voir, et ce faisant, il a peut-être empêché une autre génération de subir le sort de cette affaire. Il sourit, d'un sourire mince et las. L'homme qui parlait sous la pluie cherchait vengeance et n'a trouvé que ruine. Peut-être que ceux qui restent peuvent maintenant parler de réparation. C'est une conversation plus calme, mais qui résonne plus longtemps. Sur ce, mon ami se tut, son regard perçant déjà fixé sur la prochaine énigme, le prochain appel à l'aide dans le labyrinthe londonien sans fin et brumeux. La partie était pour l'instant définitivement terminée.